Bonjour et bienvenue à Plein Feu sur l'heure juste. Nous voulons maintenant vous amener ce matin dans une compréhension qui, jusqu'à date, est demeurée dans le mystère, celui du système bancaire. Vous avouerez avec moi qu'au cours des dernières décades, la technologie a augmenté d'une façon démesurée, que ce soit dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine de la microbiotique, dans le domaine de la génétique. L'homme a atteint des stages de compréhension jamais atteints auparavant. Pourtant, il existe dans notre société une difficulté à comprendre comment les hommes qui maîtrisent si facilement des sciences qui hier leur échappaient ont encore une incapacité à comprendre la distribution des biens de notre société qu'on appelle l'argent, qui peut facilement se transformer en bien de consommation. La Bible nous parle que dès les débuts, dans Genèse 14, un homme du nom de Kedorlaomer avait soumis les peuples environnants, et cela dans le but de s'approprier de leurs biens. Il semble que c'est la nature humaine qui le veut ainsi, que l'homme ait toujours eu tendance à s'approprier des biens et des efforts de son voisin. Existe-t-il encore aujourd'hui, en 1998, des Kedorlaomer qui ont trouvé la façon de s'emparer des biens? Ce que nous voulons partager avec vous ce matin a pour but de vous montrer qu'effectivement, notre monde est encore soumis à des Kedorlaomer. Et nous voulons vous amener maintenant dans la compréhension, nous voulons vous offrir d'ouvrir votre esprit et de comprendre ce qui est déjà accompli afin que vous soyez vraiment réassurés que vraiment notre monde appartient à quelques hommes. La Bible nous dit dans Timothée 6, le verset 10, que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Nous verrons effectivement que les hommes qui ont créé des structures qu'on appelle la finance internationale sont vraiment loin de la foi. Et nous verrons comment ces hommes ont réussi par des trucs, par de la fraude, et comment ils ont réussi par des moyens bien cachés à s'emparer des biens de l'humanité. Il faut d'abord savoir que les hommes ont toujours voulu échanger leurs biens par des modes quelconques. Il fut une époque où on s'échangeait des biens par des coquillages. À une autre époque, ce fut du tabac. Mais le moyen le plus pratique qui a toujours existé, ce fut bien sûr le troc, c'est-à-dire échanger des services contre d'autres services sans l'utilisation de différents moyens ou de différents médiums que sont, par exemple, ces coquillages ou ce tabac. Durant la guerre 39-45, par exemple, en Allemagne, on s'échangeait, après que l'argent eut perdu beaucoup de valeur, on s'échangeait des cigarettes comme valeur. En fait, l'argent a la valeur qu'on veut bien lui donner. Mais au cours des siècles, les hommes se sont rendus compte qu'il fallait une mesure commune. Et c'est de cette mesure commune, de ce besoin de cette mesure commune, que naîtra l'argent que nous connaissons aujourd'hui, qui n'est qu'une unité de représentation d'efforts ou de travail donné. Ce qui n'est pas injuste en soi. Là où le tout devient injuste, c'est de la façon de s'approprier de ces unités d'efforts que nous verrons ensemble. Le travail et les efforts leurs fruits ont toujours été un droit et un besoin de l'homme relativement à la volonté, à l'imagination et au désir de chacun. Certains hommes, par exemple, ont davantage de volonté à travailler que d'autres. La Bible nous dit que si vous ne travaillez pas, vous ne devriez pas manger. Elle n'est pas en train de nous dire que si vous êtes sur le chômage, vous ne devriez pas manger. Elle est en train de nous dire que chaque homme devrait faire des efforts.
dans notre société devenue complexe, où les hommes n'ont plus de tous du travail parce que la technologie a remplacé les bras, il faudra instituer un moyen où l'économie, où la distribution des argents, où la distribution de la richesse nationale ou internationale pourra être placée dans le contexte des besoins de tous les hommes plutôt qu'appartenir à de mêmes hommes. La grande majorité des pays du monde sont endettés. Vous êtes-vous déjà posé la question comment il est possible que tous les pays soient endettés? Pourtant, la plupart de ces pays produisent assez de biens pour la vie des habitants de ce pays, des citoyens de ce pays. Qui donc possède des fortunes colossales? Qui donc est le grand créditeur de tous ces pays qui sont en dette? Nous aurons l'occasion de voir comment les États-Unis d'Amérique, considérés comme un des pays les plus riches de notre planète, est endetté par-dessus la capacité de payer de ses citoyens. On dit que chaque citoyen américain, lorsqu'il arrive dans ce monde, est en dette d'environ 80 000 $. Cela est-il naturel? Cela est-il raisonnable à un moment où nous avons à la portée de la main non seulement la richesse de notre planète, mais la technologie pour exploiter cette richesse? Ce qui nous manque donc, nous le verrons, c'est le mode de distribution. Nos gouvernements essaient bien sûr de nous faire croire que tout va bien, qu'ils sont en contrôle de l'économie et que par l'intermédiaire de certaines ficelles, de certaines manettes qu'ils peuvent manipuler en montant les taux d'intérêt, en les baissant, en montant des impôts ou en les baissant, qu'ils pourront contrôler ainsi l'économie. Pourtant, il y a une génération à peine, la génération de nos pères, une automobile coûtait, ici en Amérique du Nord, environ 2 000 $. Cette même automobile, une génération plus tard, en coûte de 5 à 10 fois davantage. Une automobile de 20 000 $ est une automobile de prix régulier en Amérique du Nord et beaucoup davantage. Qu'est-il arrivé pour que le coût de la vie monte avec une telle croissance que nous ayons à peine, malgré la technologie dont nous parlons, cette capacité de distribuer ces biens d'une façon équitable? Je vais vous inviter à écouter avec moi les déclarations d'économistes américains sur la situation actuelle de notre économie internationale, spécialement l'économie américaine, qui est un bon barème pour l'économie internationale. Je vais vous faire rencontrer M. Larry Bates. Larry Bates was a bank president for 11 years. As a member of the Tennessee House of Representatives, he chaired the Committee on Banking and Commerce. He's also a former professor of economics and the author of the best-selling book, The New Economic Disorder. I can tell you right now that there is going to be a crash of unprecedented proportions, a crash like we have never seen before in this country. The greatest shock of this decade is that more people are about to lose more money than at any time before in our history. But the second greatest shock will be the incredible amount of money just a relatively small group of people will make at exactly the same time. You see, in periods of economic upheaval, in economic crisis, wealth is not destroyed. It is merely transferred. Interrogé alors sur les influences ou les conséquences du pouvoir de la Banque fédérale de réserve sur nos vies, l'économiste Larry Bates n'hésite pas à dire The Federal Reserve really, even though it is not part of the federal government, it is more powerful than the federal government. It's more powerful than the president, the Congress, and the courts. Now, a lot of people challenge me on that, but let me prove my case. The Federal Reserve determines what the average person's car payment is going to be, what their house payment is going to be, and whether they have a job or not. And I submit to you that that's total control. And
The Federal Reserve is the largest single creditor of the United States government. What does Proverbs tell us? The borrower is servant to the lender. Un autre personnage important dans le domaine de l'économie américaine est un ex-banquier, candidat présidentiel. Charles Collins est avocat. Il a été propriétaire de banques et a servi en tant que directeur. Right now, it's perpetuated by the Federal Reserve, making us borrow the money and from them at interest to pay the interest that's already accumulated. So we cannot get out of debt the way we're going now. Un troisième économiste, M. Henry Paquette, en français on dirait Henri Paquet, est un raffiné instructeur en économie. Il est d'accord que la fin de l'économie américaine est très proche. Il répondra à une question bien spécifique. Not when you're adding, roughly round terms, $1 billion a day. We just can't go on. We had less than $1 trillion of national debt in 1980. Now it's approximately $5 trillion, 5 times greater in 15 years. It doesn't take a genius to realize that this just can't go on forever. Interrogé sur les propriétaires de la Banque fédérale de réserve, il répondra sans hésiter. That's exactly correct. The Fed is a privately owned for-profit corporation, which again has no reserves, at least no reserves available to back up the Federal Reserve notes, which is our common currency. De nos jours, si vous demandez à un enfant de 5 ans d'où viennent les bébés, ils vous répondront avec de l'exactitude. Les hommes de science ont résolu des problèmes qui hier nous étaient complètement fermés à la compréhension. Mais vous pouvez encore interroger aujourd'hui des hommes instruits, vous pouvez interroger des banquiers, des économistes, et vous leur demandez d'où vient l'argent, et pourtant on ne le sait toujours pas. Y a-t-il un mystère qui est insolvable, quelque chose qui soit gardé mystérieux? Interrogé à ce point sur la provenance de l'argent, lors d'un séminaire, le journal de Wall Street du 29 août 1975 déclarait « Les hommes et les femmes impliqués dans l'exercice de surveillance du ravitaillement de l'argent ne sont pas complètement certains de ce qu'est le ravitaillement de l'argent. » Et le 24 septembre 1971, le même journal disait « Un séminaire d'éminents économistes en faveur du Fonds monétaire international ne peuvent se mettre d'accord sur ce qu'est l'argent, non plus sur la façon dont les banques créent cette dernière. » Puisque nous sommes sur la provenance de l'argent, parlons d'abord des types d'argent qui existent dans notre société. Le premier argent qui apparut dans notre société fut l'argent qu'on appelle marchandise. La marchandise n'est pas autre chose qu'un échange d'aliments contre, par exemple, un autre aliment. On se servait à ce moment-là de certains animaux, par exemple, qui étaient tout à fait nécessaires au fonctionnement de la société. La vache, par exemple, dont les origines latines viennent du mot pecunia, et d'où l'expression le plan pécunier, puisqu'on se servait de ce mode comme prototype d'échange. Un deuxième argent est celle que nous appelons l'argent de reçu. Il faut se souvenir qu'à une époque où l'argent de papier n'était pas vraiment encore créé, les gens qui accumulaient des richesses sous forme d'argent métallique, d'or ou d'argent, les conservaient dans des voûtes. Et celui qui conservait ces voûtes leur remettait un papier qui était un reçu, qui était la signification qu'il possédait effectivement une richesse gardée dans des voûtes quelque part. C'était de l'argent de reçu que nous possédons encore aujourd'hui. Il y a également l'argent la plus particulière, la plus populaire, dis-je, qu'on appelle de l'argent fiat. L'argent fiat, c'est de l'argent de papier
ayant cours légal et sujet bien sûr à la dépréciation. Et nous expliquerons en cours de route comment de l'argent peut se déprécier ou s'apprécier. Il y a quatrièmement l'argent courant ou si vous aimez mieux l'argent sonnant ou l'argent métallique qui a en lui-même son équivalent ou son poids d'or. Une pièce d'or, par exemple, vaut exactement ce que son poids d'or donne sur la valeur courante de l'or du moment où elle est échangée. Cet argent, bien sûr, a encore cours normal dans notre société, mais elle ne pouvait durer uniquement sous cette forme puisque nous aurions dû nous promener avec des brouettes ou avec des chars remplis de métal, argent, pour faire des échanges. Et puis, il y a cinquièmement cet argent que nous vous expliquerons plus loin, qui est l'argent par excellence, à l'origine du cancer de notre société, que nous appelons l'argent fractionnel et qui n'appartient pas à vous et à moi, mais qui appartient à un groupe d'individus élitistes, un groupe de personnes qui se sont donné le droit de multiplier indéfiniment, ce que vous et moi respectons avec beaucoup de grâce et avec beaucoup de légalisme. L'argent maintenant, que devrait-il être? Eh bien, l'argent devrait être l'extension de notre richesse nationale sous forme de crédit. Dans un livre d'ailleurs dont nous aurons l'occasion de vous parler, nous vous démontrerons maintenant ce qu'on en dit de ce crédit. Dans ce livre qui s'appelle Banking and Commerce, nous trouvons cette définition, le compte du crédit national. Ce pouvoir, il est affirmé, devrait être dans les mains de l'autorité du crédit national. L'argent devrait être la capacité d'échange de nos efforts contre d'autres services ou d'autres biens. Finalement, l'argent est tout médium d'échange utilisable dans les affaires quotidiennes dans le but de régler des dettes ou des contrats. L'argent a strictement la valeur que, par convention, nous voulons bien lui donner. L'argent, maintenant, s'il devrait être créé par le pays, pour les pays, ne fait pas le compte quand il s'agit de comprendre et de vérifier ses sources et sa création. Nous voulons vous démontrer au cours de ce document, au cours de ce documentaire, de ce vidéo, que l'argent est créé par les banques et que ces banques sont privées et que ces banques créent cet argent à partir de rien. Dans ce document, dans ce fameux livre qu'on appelle Banking and Commerce, qui fut le fruit d'un travail de 1939 sous la demande d'un comité du Canada, dans un interrogatoire avec le gouverneur de la Banque du Canada, d'un certain nombre de personnages qui étaient nommés sur ce comité interrogeront le gouverneur de la Banque du Canada qui nous donnera des réponses des plus révélatrices que nous vous invitons à écouter attentivement parce que chacune de ces réponses sera un équivalent de la vérité que nous cherchons pour comprendre pourquoi en 1998, comme en 1898 ou comme en 1798, les hommes ont été soumis à tant de fléaux, à tant de guerres, au nom de l'argent. Comment l'argent a-t-il pu devenir ainsi une source de guerre, alors qu'elle peut devenir au contraire un merveilleux échange de nos biens et de nos services? L'argent est créé par les banques à partir de rien. Interrogé à ce sujet, le gouverneur de la Banque du Canada, M. Tower, répond à M. McGeer, qui est un jeune avocat de Toronto, qui lui pose la question suivante. Notre monnaie courante est émise par les banques sous le pouvoir que la loi bancaire leur donne. Mais l'autre forme d'argent, dit-il, c'est-à-dire l'argent en dépôt bancaire,
est émise par les banques. Je parle de ce pouvoir d'émettre cette forme d'argent. C'est un privilège des banques à charte. Et M. Towers de répondre « C'est ce qu'a été le système bancaire depuis des siècles. » Et il répondra par un sec « Oui ». M. McGeer de le réinterroger, il dira « Bien, c'est un privilège des banques à charte. » Et M. Towers de répondre « Oui ». M. McGeer nous dit « Au fait, nous avons financé les coûts de la guerre de cette façon. » M. Landeriot, qui accompagne M. McGeer, dira « Par de l'argent de plume ?» M. Towers répondra « Oui ». M. McGeer reposera encore la question en disant « Comme résultat de financer la guerre en déposant des bons à intérêt du gouvernement, le coût en intérêt sur les argents utilisés pour financer la guerre totalise maintenant davantage que le volume total des argents utilisés pour payer le coût de la guerre. » M. Towers donnera une réponse très intelligente. Il dira « Oui, les intérêts sont supérieurs à l'argent qui a été initialement utilisé pour faire la guerre. » Il répondra « Oui. » Et là, il donnera la raison. Il dira « L'alternative aurait été d'obtenir plus d'eux, c'est-à-dire du peuple à ce moment-là, par taxation. Leur seule solution demeure toujours la taxation. » Ce que nous venons de voir ici, c'est que M. Towers répond effectivement que les banques créent de l'argent par la plume, par un trait de crayon. On peut créer de l'argent à partir de rien. Et nous verrons comment tout cela constitue une incroyable fraude qui a été négligée si elle n'a pas été ignorée par les économistes et par les gouvernements de ce monde. Comment peut-on, à partir d'une entreprise privée, créer de l'argent à partir de rien si cet argent a l'équivalent des biens d'une nation? Il faut que nous rendions compte que lorsque vous déposez vos argents dans une banque, eh bien que lorsque les gouvernements ou que la banque fait des prêts, vous ne verrez pas vos dépôts et vos comptes de banque baisser. Cela est la preuve que les argents ne sont pas pris dans vos comptes de banque. L'argent que prêtent les banques ne vient pas ou ne provient pas des argents que vous y avez déposés. Si vous interrogez l'homme de la rue sur la provenance des intérêts ou sur la normalité des intérêts, peut-être même si vous vous interrogez vous-même sur le bien fondé des intérêts, vous probablement répondrez que les intérêts sont nécessaires. En somme, les intérêts seraient là pour de la location sur un capital que nous aurions emprunté quelque part dans une banque ou dans une autre institution financière. Ce que nous voulons vous démontrer maintenant, c'est ce fameux phénomène qui nous est demeuré caché, sur lequel il semble que les hommes intelligents n'ont pas vraiment réfléchi et qui soit une des grandes causes. Une